En fait, quand on dit que ouais, tout le monde peut entreprendre, tout le monde ne peut pas entreprendre. Il y a des compétences qui sont quand même innées, il y a des compétences que tu ne peux pas développer. Tu peux passer des mois entiers à pas gagner d'argent. Le mois suivant, tu gagnes 10 millions. Le mois d'après, tu gagnes 2 millions. Le mois d'après, tu gagnes rien du tout. C'est comme ça. Il y a des personnes, par exemple, à la maison, l'environnement n'est pas forcément favorable pour qu'ils puissent développer un esprit critique. Et c'est à l'école qu'ils vont le faire, avec des exposés, des confrontations, des problèmes à résoudre. L'école t'enseigne ça. L'école t'enseigne à avoir un esprit critique. Et ça peut être utile quand tu iras dans le business. Les compétences secondaires que tu auras développées à l'école te seront quand même utiles, tu vois. Il y a des personnes, peu importe ce que tu feras avec eux, ils ne supporteront jamais le fait de perdre de l'argent. Une des raisons pour lesquelles quelqu'un comme Junior Natabo s'est fait autant d'argent dans la vente de formation, dans la vente d'accompagnement, c'est justement parce qu'à aucun moment, Junior n'a montré à quel point c'était difficile. Ouais. Il n'a jamais même dit que c'était difficile. J'ai mis quoi, environ 1000 € sur les fonds publicitaires. D'abord, même ne faites jamais ça. Ne mettez pas votre argent sur les fonds publicitaires de Facebook. Ils ne seront pas contents Facebook. Ne faites jamais ça. Vous pouvez mettre l'argent sur votre carte bancaire et lier la carte bancaire à Facebook, mais ne mettez jamais ça sur les fonds publicitaires. Moi, je l'ai fait. J'ai fait une publicité. La publicité est rejetée. On me bloque mon compte publicitaire. Vous allez me débloquer mon compte? Ils disent non, on va pas débloquer. Je dis ok, d'accord. Vous remboursez mon argent du coup? Non, on va pas rembourser. Je dis mais pourquoi? Ils disent c'est les conditions. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez porter plainte contre Meta. Je fais, ça, vous êtes je suis en Afrique. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, tu veux que je porte plainte contre Meta? Comment? Je disais, la dernière fois j'avais fait un post sur Threads et je demandais aux gens si les stéroïdes sont interdits dans les compétitions de bodybuilding, pourquoi est-ce que le maquillage est autorisé? Est-ce que le concours de beauté, tu vois? Ils sont fâchés. Attends, c'était toi? J'avais vu ça. En fait, tu as créé ou bien tu as sur Facebook. Ah, ok. Sur Facebook et Threads. Ok. Ils sont fâchés. De fou. Ah ouais, le mec, il compare des trucs qui n'ont rien à voir. Les stéroïdes, ça gâche la santé. Que le maquillage, ça fait rien du tout. En fait, il y a une vraie différence culturelle entre les Français et nous. C'est pour ça que moi, je trouve que les Français sont très fragiles en général. Je trouve qu'ils sont très fragiles. Ouais, et en fait, c'est pour ça que... Et c'est ce qui fait que je te disais que, en fait, c'est un pays d'anticapitalisme parce qu'il y a beaucoup d'anticapitalistes. Des gens où, en fait, ils détestent les riches parce qu'ils n'y arrivent pas. Parce que moi, si je viens, je fais 20-30 000 € par mois et que je viens, j'ai mon train de vie là-bas, en fait, ils ne vont pas m'aimer parce que je gagne plus que la grande majorité d'entre eux. Tu vois, c'est un peu dérangeant parce que c'est un pays où ils font tout pour taxer les riches, ils font tout pour prendre de l'argent aux riches et en fait les pauvres ne se rendent pas compte qu'en faisant ça, ils ont l'impression que c'est une bonne solution, mais c'est juste court terme. Ouais. C'est-à-dire que les riches, ils vont partir. Et ils partent déjà, tu vois, ils partent à Dubaï. Ils sont en train de fuir. Exactement, ils sont en train de fuir. Et si les riches fuient, qui va faire tourner l'économie? Qui va ils créent même des emplois, ils créent des emplois, etc. Et tout, ouais. Ça, qui va créer les emplois? Écoute, c'est dommage. Donc, c'est eux qui vont encore se retourner contre l'État. Parce qu'en fait, c'est un pays où personne ne dit c'est de ma responsabilité et tout le monde sait. Soit c'est Macron, soit c'est l'État. T'imagines qu'en Afrique, c'était pareil. En gros, on taxe les riches. Il y a des personnes qui peuvent littéralement être au chômage et être payées avec l'argent des impôts que toi, tu déposes. Mais en fait, je vais tellement mal le vivre. En fait, tu peux pas. En fait, je ne sais même pas comment ils font parce que le fait de te dire, toi, tu travailles, tu gagnes de l'argent, tu travailles sur ton fonds et tu gagnes de l'argent. Et il y a un gars, il ne travaille pas, hein, on ne sait pas pour quelle raison. Et puis, il va prendre des allocations de toi, tes impôts que tu... En fait, il travaille pour payer les autres. Je vais mal le vivre. Ah non, mais moi, je ne peux pas. Ah non, mais c'est très mal fait. J'ai vraiment ruminé le truc dans tous les sens, c'est archi mal fait. Et les grands entrepreneurs le disent, tous ceux ils quittent de toute façon la France. Ouais. Bon, écoute, tu as vu le challenge de Yomi? Le meilleur, le plus grand entrepreneur, business, infopreneur de la francophonie, parce que même en Afrique, il n'y a personne qui fait, des chiffres. Il n'y a personne qui fait autant de volume. Dans toute la francophonie, il n'y a personne. C'est énorme. Il a fait un challenge récemment. Qu'est-ce que tu en penses? C'est une masterclass sur tous les points. Parce qu'en gros, il suffit de regarder un peu la strate de marketing qu'il a utilisée. Je ne me rappelle plus exactement de qui est-ce qu'il s'est inspiré, mais il s'est inspiré d'un Américain qui a une marque de vêtements. Peut-être si on retrouve la vidéo, on va la faire passer. Ah ouais? Ouais. Et le gars a une marque de vêtements et puis il fait des posts. Genre c'est littéralement du plot twist à chaque fois. La vidéo commence avec un truc qui n'a rien à voir, comme si c'est une trend ou quelque chose comme ça. Et à la fin, le gars, il te présente sa marque de vêtements. Tu parlais des pubs que Yomi fait, c'est ça? Oui, qu'il fait. Tu vois, la pub qu'il faisait, par exemple, où quand il marchait, il a laissé un papier tomber, la personne prend, regardez, et puis l'appelle. Après, Yomi, il a toujours été très, très...
innovant dans ses pubs. Vraiment, à chaque fois, vraiment, il vient, il marque le coup. Et moi, je dis toujours, au début de chaque année, ce que moi je guette à chaque fois, c'est comment Yomi va rentrer sur le marché. Parce que c'est quelqu'un... Histoire de voir ce qu'il propose. Et puis, je pense que l'année passée, il n'avait rien fait, il n'avait rien vendu. Il a juste fait un live en début d'année. Oui, début d'année, il a fait 15 millions. Il fait la moitié de son chiffre d'affaires en un seul challenge. Il n'a pas besoin de faire challenge toute l'année, tu vois. C'est quand même dingue. C'est énorme de se dire ça parce que à chaque fois que moi je vois des leçons de marketing. Et en fait, c'est bien, mais il y a un petit problème. Bon, c'est pas que c'est vraiment un problème, tu vois. Hier, je lisais ces conditions générales de vente. Je sais pas c'est qui l'avocat qui a fait ça, mais franchement... alors, franchement, il faut qu'on parle de ces CGV parce que personne, en fait, la réalité c'est que lorsque les gens ils vont acheter un produit, ils vont acheter quoi que ce soit, même télécharger des applications, même Facebook, ils lisent pas les conditions générales. Mais lorsque vous allez lire les conditions générales de vente, il y a beaucoup de choses qui se cachent dedans. Non, mais c'est énorme. On sait que les gens lisent jamais, mais c'est important de lire avant d'acheter chez un vendeur ou de consommer chez une application ou autre. C'est important. Mais tu sais, quand tu lis ces conditions à lui et que tu sens que vraiment ça a été fait pour t'enculer si jamais tu essayes de... Ouais, mais disons-le en fait, genre, vraiment, parlons clairement, c'est ça. Mais en fait, moi, je l'ai appris en 2025 à mes dépens, tu vois. L'année était super, super difficile, dans le sens où tu vends des formations, tu apprends ce que tu sais aux gens, mais il y a des personnes qui sont toujours tellement mal intentionnées, qui viennent en mode, OK, ils payent ta formation aujourd'hui, demain ils font, ah ouais, Ryan, j'avais payé sous le coût de l'émotion, les gens t'ont fait ça aussi. Finalement, je sens que c'est pas un truc qui est pour moi, je me fais rembourser, mais tu as déjà les accès. Je peux pas contrôler qui a les accès. C'est difficile. Vous êtes des milliers à venir vous inscrire. Tu veux que je te retire comment? Je sais pas si tu as déjà connecté un autre mail, je sais pas ce que tu as fait derrière. Donc, tu es obligé de mettre des conditions de vente qui font que les remboursements seront conditionnés selon certains critères, tu vois. Ouais, et en plus, par derrière, c'est que, par exemple, les gens, par exemple, il y a des gens qui, quand ils achètent, par exemple, ma formation, en fait, ils viennent pour prendre les modules et pouvoir les revendre. Tu vois, j'avais détecté un la dernière fois là que je... Donc, en fait, c'est aussi... En fait, il y a plein de trucs comme ça où, si tu ne te protèges pas assez, en fait, tu peux avoir... On peut t'enculer, toi, tu vois. Donc, du coup, en fait, moi, je trouve que c'est à la fois du génie. D'accord. C'est du génie et en même temps... C'est quand même... C'est malicieux, c'est malicieux. Est-ce que je dirais que c'est malicieux? Tu vois, à un moment, quand moi, je voulais faire mes conditions générales de vente, j'allais m'inspirer de ce que les autres gars faisaient, tu vois. Je prends Alex Hormozy, je prends Alexis Chance, Baldwin, je prends plein de personnes. Je vais dans leurs conditions générales de vente. Je me dis, le plus gros problème qu'on rencontre en tant qu'entrepreneur ou en tant que vendeur de formation, c'est les remboursements. C'est la partie la plus stressante. C'est quand même assez stressant. Ouais. Parce qu'il y a des gens qui viennent avec toutes les excuses. Ça m'est déjà arrivé des gens qui viennent et qui disent ah, j'ai payé ta formation aujourd'hui, mais là, ce soir, je viens de voir qu'il y a ma femme qui est souffrante, il faut que j'aille payer son hôpital, etc. Je veux que tu me rembourses tout l'argent. Moi, j'ai déjà encaissé, j'ai payé la plateforme de paiement, peut-être j'ai déjà retiré mon argent, j'ai déjà payé mes impôts, etc. Je fais comment? Mais en gros, quand je suis tombé sur les conditions de Yomi, c'était la première fois que je voyais un truc comme ça. Ouais. En mode... Peut-être on verra la partie qui dit ça. Quand tu viens pour essayer de te faire rembourser... On va l'afficher quand même. On va prendre le temps de l'afficher. Oui, en soi, c'est pas quelque chose de mauvais, mais c'est innovant. Tu vois. C'est innovant. Moi, je vais faire ça. Malicieux. Je vais le faire. En fait, ça, je vais le faire. Ça protège. Parce que que ce soit dans la prestation de service ou que ce soit dans la vente de formation, c'est important ces clauses de vente. Parce que les remboursements, parce que quand tu encaisses de l'argent, il y a l'impôt qui tombe dessus, il y a les gens que tu prends, il y a les closers, si tu as des closers par derrière qui prennent le pourcentage. Donc en fait, le fait de rembourser par derrière, c'est que ça doit être très réglementé. Ça doit être vraiment sur des conditions très strictes. C'est-à-dire que c'est pas qu'il n'y a pas de remboursement forcément si tu mets une garantie. Si la personne respecte les conditions de garantie, en fait, la personne va retrouver son argent. Tu as vu les conditions de la garantie pour 10 000 € en 6 mois là? Franchement, Yomi, il y a des conditions de garantie, ok. Mais en fait, franchement, pour Yomi, on va pas se mentir, il n'y a pas moyen que tu retrouves ton argent. Rien qu'à la première. En fait, on peut se rappeler de la première condition de Yomi. Moi, je me dis un truc. Hein. Tu vois, les conditions comme ça, c'est plus pour se protéger des personnes qui ne sont pas sérieuses. Quelqu'un qui est un minimum sérieux, il n'y a pas un monde dans lequel, même s'il ne fait pas 10 000 € en 6 mois, s'il fait 1 000 €, 2 000 €, 3 000 €, il ne va pas venir demander un remboursement. Il va se dire, OK, ouais, tranquille. Je vais continuer à travailler et puis faire de l'argent. Ouais. C'est les gens malsains là qui vont se dire ah ouais, ok, j'ai pas pu faire les 10 000 €. Il a rien foutu. Hein. Ouais. J'ai pas fait les 10 000 €. Je veux qu'on me rende mon argent. Ok, d'accord. Tu as envoyé les 100 emails de prospection.
Tu as envoyé les 100 messages. En fait, tu dois envoyer. Donc, une des conditions, il y avait pas mal de conditions, c'est tu dois envoyer 100 mails, tu dois envoyer 100 messages LinkedIn, tu dois montrer que tu as envoyé 100 messages LinkedIn, 100 mails. Que tu as posé 10 questions pertinentes à des coachs. C'est une dinguerie. En fait, que tu as créé ta société. D'accord. Ouais, que tu as créé ta société. Il y a un tas de trucs. Il y a un tas de trucs que la plupart des feignants ne le feront pas. Ouais, exactement. Tu vois, ça va les décourager. Quand ils voudront l'enculer, ça va les décourager. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est un truc qui est important parce que à partir du moment où j'ai mis les CGV, j'ai été protégé de plein de conneries. Il y a des gens qui viennent, je fais une formation, j'offre parmi les bonus un abonnement à ChatGPT+. Quelqu'un vient et me dit l'abonnement de ChatGPT+, je vois qu'on est trop nombreux dessus, ça bug, etc. Je me fais rembourser. Je t'ai payé pour l'abonnement ou bien t'as payé pour la formation? Ils font ouais, mais moi, c'est juste le ChatGPT que je voulais utiliser. Je fais ok, d'accord, mais je m'en fous. Tu achètes un programme et tu râles pour un petit bonus en plus. C'est ça. Et toi, tu as eu des problèmes, par exemple, avec. Tu t'es évité des problèmes, par exemple, avec des entreprises avec qui tu as travaillé à cause, justement, de contrats, de conditions de vente et de. En fait, il y a un truc. Quand vous êtes prestataire, que ce soit prestataire, peu importe la relation de travail que vous avez avec quelqu'un, faites un contrat. C'est hyper important, même si on dit ouais, on est des amis et tout. Là, par exemple, on est amis entre nous, on a plein de contrats qui lient la plupart des accords de travail qu'on a. C'est important parce que, tu sais pas, l'humain, il change. L'humain, il change trop. Et puis, demain, celui que tu pensais être ton ami ou ton client gentil, il va te tirer dans un tribunal, tu vas pas croire. Là, aujourd'hui, si je suis pas en prison pour n'importe quoi, c'est parce que j'ai su faire signer des contrats qui me protégeaient correctement, tu vois. Si tu fais pas ça, c'est une grosse erreur. En fait, tout entrepreneur doit apprendre à vendre. Il doit connaître un minimum le droit. Sinon, tu vas te faire enculer. Tu vas te faire trop. Et surtout, moi, je vois beaucoup de freelance qui me disent, en fait, j'ai pas reçu mon argent, j'ai contracté avec ce client, il m'a pas payé, j'ai fini la prestation, ça fait 2 mois que je l'ai pas. En fait, en réalité, ok, le contrat ne va pas, c'est pas une garantie qui va te payer forcément, mais ça met de la pression. Ça rajoute un truc où la personne te dit quand même, il y a un contrat. C'est quand tu ne fais aucun contrat avant de la présenter, que c'est juste voilà, un message ou juste un truc que vous avez dit au téléphone et puis tu commences le travail, qu'il y a un problème derrière. Et donc, en fait, je suis en train de voir à même intégrer dans mon programme, dans mon incubateur, en fait, tout un module où j'apprends aux personnes, au moins à faire tu vois, le nécessaire en termes de contrat. Tu vois. Des contrats quand même assez solides pour pouvoir dissuader un peu quand même, un minimum. Parce que forcément, ça ne va jamais protéger à 100%. Mais ça dissuade. Ouais, ça dissuade. C'est un moyen de dissuader. Tu vois. Ça dissuade parce que c'est comme la religion, quoi. Si la religion n'existait pas, si Dieu n'existait pas, il faudrait le créer. Quand même pour contenir un minimum toutes les perversions des gens. C'est ça. Parce qu'il y a plein de personnes qui sont naturellement mauvaises, mais il y a des choses qu'ils ne font pas parce qu'ils se disent « Ah ouais, il y a un Dieu qui me regarde. T'imagines, demain, on leur dit « Il n'y a pas Dieu, il n'existe pas. » Ah non, mais c'est là, le libre arbitre, il va y aller vraiment... Il y aura plein de conneries. Donc, même si ce n'est pas forcément pour faire peur, il faut quand même mettre un cadre. Tu vois. Je me rappelle, j'avais un client qui avait une boutique qui vendait des iPhones ici au Bénin. Et il voulait que je lui fasse une appli mobile pour ça, tu vois. Moi, je m'étais dit... On a juste commencé le podcast comme ça, on ne s'est pas présenté. Écoutez, les amis, bienvenue dans ce podcast, d'accord? On n'a pas encore trouvé de nom, mais c'est un podcast où on va vraiment parler business, on va parler fait de société, on va parler de plein de choses vraiment hyper intéressantes. Je m'appelle Roméo Mouni, je serai un des guests de ce podcast-là. Normalement, on est 3, donc dans d'autres podcast, vous allez voir, on sera 3. Là, je suis accompagné de Ryan Arondino. Nous sommes des entrepreneurs, businessmen, et on va vous parler de tout ce qui est en rapport avec le business, avec des faits de société. Et je pense que vous allez trouver ça hyper inspirant, hyper divertissant pour ceux qui recherchent du divertissement. Et puis, on va beaucoup s'amuser. Ryan, tu te présentes rapidement. Il y a à présenter. Je dis non, non. Tu as dit, je suis entrepreneur. Ok. Je crée du contenu. Et je fais aussi de la prestation de services. Donc, plusieurs choses. J'ai une agence qui fait du marketing digital, de l'accompagnement et de la consultation en digitalisation, en intégration d'IA et en quoi d'autre. Je pense que c'est globalement ça. Hein. Voilà. Okay. Donc, comme Roméo vous l'a dit, on va principalement parler du peu d'expérience qu'on a parce que j'estime quand même que tu n'as pas besoin d'être tout au sommet avant de partager ce que tu sais. Ouais. Tu n'en as pas besoin. Ouais.
vu que tu sais, il y a des choses que des gens ne savent pas, tu es légitime de pouvoir en parler, tout à fait. pour pouvoir leur enseigner des Et trucs. de toute façon, au fur et à mesure des podcasts, ils vont apprendre à nous connaître, tu vois. Parce que oui, on va dire, OK, toi, tu as une agence de... OK, mais en fait, concrètement, qu'est-ce qu'on a apporté? Qu'est-ce qu'on peut poser sur la table? Et puis, on va voir que ça va être quand même assez intéressant. Ça va être intéressant, on va passer de bons moments. Écoutez, donc, ce podcast-là, ce premier épisode, on va parler de plein de choses. On va parler des défis, surtout, de cette année 2025. On est en début d'année 2026. Et puis, on a rencontré énormément de défis, d'accord? Que ce soit moi dans mes différents business, donc mes différents programmes et mes différents business que je tourne, que ce soit Ryan aussi dans ses différents business. Et vous allez apprendre énormément de choses. Comme nous aussi, on l'a appris à nos dépens. Vous allez apprendre de nos erreurs et puis éviter de les faire et puis pouvoir prendre de l'avance sur tout le monde. Ouais. Donc, comme je disais, j'avais un client qui avait une boutique qui vendait des iPhones, tu vois. Et il voulait que je lui fasse une appli mobile. Le truc, c'est que c'est un gars chez qui j'achetais souvent, tu vois. Donc, on avait une certaine relation d'amitié. Je me disais, vas-y, c'est un pote, je peux lui faire une appli mobile. C'est comme si tu me dis, ouais, Ryan, fais-moi un SaaS. Je me dis, ok, vas-y, tranquille, je te le fais. Le truc, c'est que moi, je lui fais son appli mobile. Et au moment de la publier dans l'Apple Store, Apple me dit, ok, tu veux faire une appli mobile où tu vas vendre des iPhones. Est-ce que tu as les autorisations pour vendre des iPhones? Apple, ils ne sont pas en Afrique, ils ne sont pas au Bénin, en tout cas pas officiellement, tu vois. Donc tous ceux qui sont en train de vendre des iPhones et tout, ils ne sont pas vraiment dans le légal à 100%, tu vois. Du coup, moi je vais voir mon client, je dis, écoute, l'appli elle a été rejetée, Apple demande des agréments, est-ce que tu les as? Non, il ne les a pas, je dis, bon. Là, on va juste faire un site internet, il me fait, non, moi je veux une appli mobile, obligé. Je fais, mais je peux pas, c'est pas moi qui contrôle ça. Dis-toi que le gars, il allait porter plainte contre moi. Ah ouais? Ouais. Carrément. On allait au commissariat pour ça. Je lui dis, mais l'appli mobile, elle est finie. Tu n'as même pas tout payé. Je t'ai fait un tarif préférentiel. L'appli, elle est terminée. Mais je ne peux pas la publier parce que tu n'es pas légitime aux yeux d'Apple. Mais il allait porter plainte. Et j'ai dû le payer. Ah, tu as payé? Ouais, j'ai dû le rembourser. Ah, tu n'avais pas fait de... Vu qu'il n'y avait pas de contrat. Ah ouais. En fait, on ne voulait pas amener ça au tribunal. Donc, on a géré ça au commissariat. Et c'est ça aussi qui n'est pas intéressant. Quand vous allez au commissariat, vous savez, les policiers, ils vont vous faire la loi qu'ils veulent vous faire tranquillement. Et c'est ce qui s'est passé. J'ai vu que quand tu as une plainte, le mieux, c'est d'aller directement au parquet. Ouais, au parquet. Direct. Les gens n'ont pas cette information, par contre. Je l'ai découvert il y a à peu près un mois, que tu pouvais directement aller au parquet, porter plainte. Quand vous voulez porter là, tu as forcément une issue. Et en fait, c'est fait dans les règles. C'est vraiment fait dans les règles. Yes. Quand tu veux porter plainte et que tu veux que ce soit un truc qui va être pris au sérieux, et que tu es sûr que tu as raison, et qu'aux yeux de la loi aussi tu as raison, va directement au parquet. Tu déposes ça sur le bureau du procureur et puis c'est le top du top. Au lieu d'aller au commissariat et puis de faire un règlement bizarre et tout. Moi, j'ai dû le rembourser, tu vois. Moi, j'ai passé des mois à travailler. J'ai fait son appli mobile, j'ai fait son site. Au final, il me dit finalement, il veut se faire rembourser. Vu qu'il n'y avait pas de contrat, il n'y avait pas de cadre, j'ai été obligé de le rembourser. Tu vois. Donc, c'est important quand même de faire des contrats. Peu importe important. La nature. Si vous voulez travailler avec quelqu'un et que la personne refuse de signer un contrat, c'est qu'elle veut vous enculer. D'une certaine manière. Même pour des trucs d'essai. Tu vois, ça, c'est important. Ouais. Ça, par exemple, c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'entreprises au Bénin qui font ça. Ils disent, écoute, je sais que tu es compétent, mais je te prends pour faire un trial, un petit stage là. Exactement. Et tout. Même pour et on te prend un stage sans contrat. C'est quoi les cadres de ton stage? Tu sais, moi, j'ai arrêté mes études à cause de ça. Ah ouais? Ouais. J'avais fait un stage dans une entreprise de merde, là. Tu vois. Et mon stage... On peut pas lire de nom ici. Non, je vais pas dire de nom. Je vais pas dire de nom. Oula. Je voulais rajouter un peu de piment dans le podcast. Non, je vais pas dire de nom. Mais en gros, c'était une entreprise qui m'a fait faire un stage où j'avais pas signé de contrat. Donc, mon stage n'avait aucun cadre. Moi, j'étais en stage en me disant, ouais, ok, je suis stagiaire, je fais 3 mois ici. Voilà les tâches que j'ai à faire, voilà ce que j'ai pas à faire. Mais il n'y avait pas de contrat. Donc, j'étais juste en train de faire un stage en l'air. Tu vois. Et en fait, j'avais des compétences que l'entreprise recherchait. Tu vois. Et ça fait que ils se sont dit, écoute, on a un stagiaire qu'on va pouvoir exploiter. Donc, je faisais beaucoup plus de travail que ce que j'étais censé faire. Il y avait trop de trucs, tu vois. Ça allait au point où, limite, le gars, il allait prendre des contrats avec de grosses entreprises. Il venait tout mettre sur ma tête à moi. Il me prenait à part, il me fait... Il se tirait le maximum de profit. Il s'est tiré au max, tu vois. Il abusait tellement que lorsqu'il a vu que je n'arrivais pas à tenir la route, il a suspendu mon stage à 20 jours de la fin. Or, c'était un stage que j'étais censé faire pour pouvoir clôturer ma 3e année et ensuite maintenant aller faire ma soutenance et puis c'est terminé, tu vois. Mais en gros, il m'a tellement enculé, ça m'a tellement traumatisé que je me suis dit, non, je peux pas
peux pas faire de stage, je peux plus. Et puis j'ai arrêté comme ça. Du coup, là, tu as arrêté le stage, tu t'es lancé all-in dans le business. All-in. Tu es content du résultat? Je suis content, mes parents, pas trop. Parce que bon, ils se disent, ouais, il faut que tu termines, il faut que tu nous ramènes avec la les chiffres que et tu tout. fais et tout. Moi, je vais pas leur dire les chiffres que je fais. Ah ouais, ok, je comprends. Dites pas vos chiffres, quoi. Ils savent que ça va, mais je dis pas mes chiffres. Tu vois. Ah ouais, ok. Mais en gros, je regrette pas vraiment, mais je pense qu'il faudrait que je termine quand même. C'est quand même important. Toi, tu as une licence en compta. Je vais avoir une licence aussi quand même. En fait, après, moi, il faut savoir que j'aurais eu la possibilité de décrocher en deuxième année. Parce que là, j'ai une licence en compta. J'ai un comptable qui travaille avec moi à plein temps, tu vois. Et vraiment, il me raconte des trucs en comptabilité. Je me dis, mais j'ai vraiment fait la compta, moi? Parce que je vous dis, j'ai juste pris 3 années où, sincèrement, c'est pour ça que... Alors, quand les gens disent, est-ce que les études, c'est vraiment nécessaire? Ça dépend des personnes, tu vois. Je ne dirais pas pour tout le monde. Mais pour quelqu'un comme moi, parce que moi, dès le début, je savais déjà que je ne voulais pas être comptable ou travailler en entreprise, tu vois. Je savais déjà depuis un moment. Et en fait, je faisais ça juste pour les parents, tu vois. Et je savais que moi, je finissais, je me lançais en freelance. Et puis, c'est soit ça passe ou ça casse. Et ce qui a vraiment appuyé ça, je le dis souvent, c'est ce stage que j'ai fait qui m'a traumatisé, vraiment traumatisé à mort. Hein. Vraiment, c'est un stage qui traumatise. Ah ouais, non, ça m'a traumatisé. Vraiment, avant d'aller au stage, c'est-à-dire que tu as la boule au ventre. Tu as peur parce que... C'était un stage en quoi? En banque, non? Ouais, en banque, ouais. C'était quel... Ah non, pas dire c'était quelle banque. Donc, en fait, à chaque fois que je devais y aller, ça me crispait. Donc, en fait, je me sentais pas à l'aise. Et c'était vraiment du matin au soir. Tu n'as pas de pause. Si tu viens, c'est que tu dois venir à 8h. D'accord? Quand tu viens à 8h20, tout le monde te regarde mal. Frère, t'es qu'un stagiaire. Enfin, je suis qu'un stagiaire. Et en fait, c'est pas une excuse pour venir en ouais, retard. mais 20 minutes. 20 minutes, c'est beaucoup. Et en fait, c'est beaucoup 20 minutes. Mais en fait, moi, alors c'est beaucoup, mais moi, par exemple, je ne me le voyais pas dedans. Tu vois, moi, je ne trouvais pas ça. Je ne trouvais pas que les gens devraient autant se stresser pour ça. Enfin, c'est juste. C'est du boulot. Tu viens, tu fais ton travail. Tant que tu fais ton travail, tu viens, tu rentres. Enfin, moi, je pense pas pourquoi. Je ne voyais pas pourquoi les gens se stressaient autant. Et donc, moi, j'ai toujours eu une vision très personnelle de la vie. C'est-à-dire que moi, je façonne la vie, pas comme les gens le font, pas comme les gens le font habituellement, mais comme moi, je le voudrais, tu vois. Et en fait, en travaillant, en étant salarié, en étant stagiaire, je voyais que pour le petit salaire de stagiaire qu'on prenait, les gens nous traitaient mal. C'était comme si on était des marionnettes, on nous envoyait, toi tu peux faire tout, c'est vraiment très mal fait. Et donc, moi je me suis dit, ok c'est bon, moi je sais pas la vie que je veux faire. Je savais déjà que je voulais pas faire cette vie-là, ça m'a confirmé ça, c'est vraiment horrible. Et je me suis dit, c'est soit je me débrouille pour travailler en freelance, ou soit je me débrouille pour vraiment gagner beaucoup d'argent de mon propre chef, ou je suis capable de me... Non, mais non. Je te jure, c'était ma mentale. Sérieux? Ouais. C'est comme ça que je me suis lancé. Et en fait, quand je dis ça, c'est cette manière de penser là qui a fait que quand je me suis lancé, j'étais fou. Quand je dis aujourd'hui, même jusqu'à aujourd'hui, je dis aux gens que je prospectais 100 personnes par jour, les gens ne me croient pas. Mais j'en faisais beaucoup plus. C'est que la garantie de Yomi, tu aurais quand même pu l'avoir. Ouais. Moi, en fait, c'est une qualité principale. Il faut être fou. Il faut aller vraiment en mode bourrin. Et le truc le plus important, c'est pourquoi est-ce que tu veux gagner de l'argent. Moi, j'ai un pourquoi. Et ça fait partie de mon pourquoi. J'ai un autre pourquoi qui est encore plus égoïste, qui me pousse encore plus loin. Mais il y a le pourquoi, il y a la fin qui te pousse à vraiment aller démarrer ton business. Et je ne dis pas, et pour revenir au point initial, je ne dis pas que, ok, moi, mon parcours, c'est le même parcours que tout le monde doit prendre. Parce que moi, à cette étape-là, moi, je dis clairement que les études ne m'ont rien apporté. C'est vraiment rien apporté. C'est-à-dire que je ne suis plus pote avec les personnes avec qui j'étais à l'université. Enfin, rien quoi, tu vois. À part, justement, mon comptable actuel qui est un expert dans son domaine qui travaille avec moi, que j'ai rencontré à l'université. Mais c'est lui seul, tu vois. C'est vraiment le seul. Sinon, le reste... Et moi, je peux dire, par mon propre témoignage, que l'école ne sait pas à grand-chose. Mais ce n'est pas mon propre témoignage. Ce n'est pas quelque chose que je vais dire à tout le monde. Mais quelqu'un qui, comme moi, sait déjà ce qu'il veut faire, sait déjà qu'il va tout faire, qui sait déjà qu'il est fou dans sa tête et qui veut tout mettre, je dis, les études ne sont pas importantes. Ouais. Les études universitaires.
Ouais, les études universitaires. Parce que si on prend... C'est assez relatif quand même. Toi, tu n'as pas ta licence. Pourtant, tu génères des milliers d'euros par mois. OK? Oui. Tu vois, il y a des gens qui ont du master, qui ont des doctorats et qui ne gagnent rien. C'est pour ça que je dis que c'est relatif. Tu vois, moi, j'ai pas fini mes études, mais tu sais, je pense que l'école ne faut pas forcément... Ça dépend des études que tu fais, mais l'école ne va pas forcément te donner des connaissances qui te permettront de gagner de l'argent comme ça tout de suite, tu vois. Mais ça te permet quand même d'avoir un esprit critique. Parce qu'il y a des gens que je rencontre, quand je les forme, je me demande, t'es allé à l'école, toi? Parce qu'ils réfléchissent vraiment comme des Mongols, tu vois. L'école te permet d'avoir un certain esprit critique. Enfin, certaines filières... Est-ce que tu penses que réellement l'école n'est pas tout ça? C'est-à-dire que tu penses réellement que si tu n'étais pas allé à l'école, tu serais moins intelligent? Je ne parle pas de moi. Non, je parle de toi d'abord. Moi, de façon générale, même si je n'étais pas allé à l'école, j'aurais eu l'esprit critique. Moi, je pense réellement que ça n'a pas un impact. Ce qui n'est pas sûr... C'est utile. Ton esprit critique, généralement, ça va être ton environnement. Pas forcément. Il y a des personnes, par exemple, à la maison, l'environnement n'est pas forcément favorable pour qu'ils puissent développer un esprit critique. Et c'est à l'école qu'ils vont le faire. Avec des exposés, des confrontations, des problèmes à résoudre. L'école t'enseigne ça. L'école t'enseigne à avoir un esprit critique. Et ça peut être utile quand tu iras dans le business. C'est vrai que peut-être ce que tu apprends ne te sera pas utile. C'est peut-être pas de ça que tu vas vivre. Mais les compétences secondaires que tu auras développées à l'école te seront quand même utiles, tu vois. Mais c'est pour ça que je dis que c'est relatif et c'est propre au type d'études que tu fais. Ouais, tu vois. Et même aujourd'hui, moi, je pense que l'école, il doit quand même sacrément se réinventer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, moi, j'ai créé un incubateur qu'on appelle l'école des freelances, où en fait, nous, on se concentre justement sur ce qui compte réellement pour que les gens puissent faire facilement leur insertion dans la société, commencer à générer de l'argent. Parce que peu importe ce qu'on peut dire, OK, esprit critique, OK, savoir bien vivre dans la société. Ça, tu vois, il y a des soft skills, effectivement, que l'école apporte, bien évidemment. Mais en fait, qui rapporte dans un premier temps de l'argent, c'est les hard skills. Les compétences que tu vas pouvoir mettre rapidement en exécution, copywriting, funnel building, graphisme, et j'en passe plein de compétences que tu peux apprendre et que tu peux commencer à générer, avec lesquelles tu peux commencer à générer de l'argent. Ensuite, les soft skills vont te permettre de pouvoir amplifier cela, de pouvoir mieux t'en sortir, de pouvoir, bref, plein de choses, tu vois. Maintenant, moi je dis, aujourd'hui, l'école tel qu'il est, déjà de toute façon, il ne va pas suivre. Soit l'école doit se réinventer, soit l'éducation en ligne, le e-learning va complètement tout remplacer. Et je pense que l'école doit complètement se réinventer dans le sens où, moi, par exemple, ma vision à long terme, c'est de faire de vraies écoles avec ma vraie vision, c'est-à-dire que, OK, un système qui mélange le système traditionnel, mais avec beaucoup de ce côté un peu moderne, ce côté un peu... apprendre une vraie compétence. C'est-à-dire que tu viens dans une filière, tu ne vas plus aller dans une filière comme apprendre une langue. Non, tu vas apprendre une langue, tu vas dans un pays qui parle la langue et tu te débrouilles. Ouais, c'est pour ça que je dis en fait que ça dépend du type d'études que tu fais. Tu vois, par exemple, quand tu vas sur l'UAC à Abomey-Calavi et que tu vas dire que tu veux faire, par exemple, l'IFRI pour apprendre l'informatique, tu as plusieurs filières. Le génie logiciel, la sécurité informatique, Internet et multimédia, IA. Il y a plusieurs filières. Quelqu'un qui va dans Internet et multimédia, un peu comme nos graphistes, c'est qui fait ça là? Quelqu'un qui va dans Internet et multimédia, il va apprendre à faire du graphisme, il va apprendre à faire du cadrage. Ils apprennent ça. Là, on est là maintenant dans le studio dans lequel on est. Ils apprennent à faire de la photographie, de la gestion de lumière. Ouais, il y a des écoles comme ça. Moi, IFRI est là, par exemple, depuis plus de 6 ans. Et ils sont comme ça. Ouais. C'est pour ça que je dis que c'est relatif au type d'études que tu vas faire. C'est vrai. Par contre, en fait, c'est ça. Moi, je m'attaquais même plus aux écoles traditionnelles. UAC. La plupart des trucs des filières de l'UAC. OK, les gens... c'est relatif, hein. Ce que les gens font, c'est qu'ils vont t'orienter vers... les trucs de... Comment ils appellent ça? Putain, ça fait tellement longtemps que j'ai plus... Les langues? Non, les trucs de D, filière D, C, machin. Au collège, c'est ça? Ouais, au collège. Ensuite, si tu fais la D, tu vas à l'université, tu choisis... oh, purée, attends. En gros, quand tu fais la D, tu peux faire médecine, tu peux faire... Ouais, c'est ça. Et en fait, même quand tu rentres quand tu rentres à l'université, ce qu'on t'enseigne... Tu sais, c'est pas si pratique que ça. Après, tu vois, ça c'est... Pour ne pas dire pas pratique du tout. Ça, c'est propre à toi, dans le sens où ça dépend de tes objectifs de vie. Il y a des personnes, j'ai vraiment rencontré des personnes, c'est pas leur objectif de gagner de l'argent. Genre, je leur dis, t'as pas envie de gagner plus d'argent, ils font non, je veux pas. C'est vrai. J'ai juste envie d'aider les gens. J'ai juste envie d'être content d'aider les gens. Il y a des personnes qui sont... Mais par contre, oui, c'est vrai. Il y a des personnes qui sont dames de ménage.
je parle avec elles, elles me disent, je suis contente d'être dame de ménage. Ouais. Je suis contente de nettoyer les rues ou bien les salles de classe et de voir les élèves entrer dans une salle propre. Elles sont très contentes, elles sont très heureuses comme ça, tu vois. Donc je me dis, après, c'est relatif pour quelqu'un qui a pour ambition de gagner de l'argent et de vivre dans le luxe. Il faut qu'il choisisse bien quand même sa filière d'université. Parce que se lancer dans le business, oui, c'est intéressant et tout. Mais avant de pouvoir se lancer, d'avoir son propre business, il faut quand même commencer quelque part. Tu vois. Si tu n'es pas en mesure de pouvoir aller dans une filière qui va t'apprendre des compétences qui pourront te servir dans ton business directement, il faut que tu apprennes quelque chose qui va te permettre d'avoir un job, d'avoir de l'argent et de te servir de ton emploi comme tremplin pour pouvoir financer ton business, tu vois. Ouais, c'est important. Après... Moi, tu vois, quand moi j'ai commencé, là maintenant, qu'est-ce que je fais exactement dans mon business? Je vends des formations, principalement, et je fais de la presta pour accompagner des clients de certains niveaux, pour qu'ils puissent gérer leur webinaire, vendre leur propre formation. En gros, je coach des personnalités pour les aider à vendre leur formation. Tu vois. Ouais. Mais avant de faire ça, j'ai commencé en étant designer. C'est un truc que j'ai appris à l'école. J'ai commencé en étant designer. Après, j'ai commencé à faire du développement de site internet, développement de logiciels, d'applis mobiles. Je faisais mon argent avec. Et c'est avec ça que j'ai pu payer des formations pour apprendre ce que je sais, pour ensuite, maintenant, switcher complètement, tu vois. Donc ça, j'ai dit, c'est quand même relatif, quoi. Après moi, je prends vraiment du sens où... Ce que tu dis, c'est vraiment... Tu prends vraiment en compte le fait que toi, tu es quelqu'un de quand même assez intelligent. Vraiment... Ouais, je suis très intelligent. on va se calmer. Bon, parce que je le côtoie, c'est vraiment quelqu'un de vraiment beaucoup plus intelligent que la norme. Et en fait, ce que tu es en train de dire, je pense que ça marche uniquement pour des cas très particuliers de personnes. Pour la majorité des personnes, de mon point de vue, c'est vraiment, tu veux te débrouiller dans la vie. Tu n'es pas obligé de vouloir gagner des millions. Juste, lance-toi, fais, ok, si tu dois faire des études, ok, quand même, à côté, commence à apprendre une compétence. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que ne te dis pas que le diplôme va t'apporter, c'est que tu vas amener ton diplôme dans une entreprise et puis tu vas trouver du travail. Non, ça ne marche pas. Ce qui va marcher pour que tu gagnes de l'argent, c'est la compétence que tu vas mettre en avant. Et par la suite, ton diplôme peut être appuyé, c'est-à-dire que forcément, si moi, par exemple, je dis n'importe quoi, hein, je veux vendre ma formation, par exemple, je mets devant vous, je dis, ah, ok, j'ai fait Harvard, j'ai fait ci, j'ai fait ça, ça appuie. C'est utile. C'est utile, dans ce sens-là. Mais dans le sens où tu veux vraiment, tu espères, tu es un enfant de pauvre, tu espères t'en sortir à la fin de tes études, ne compte pas sur les études, à côté des études, va apprendre une compétence, va apprendre le graphisme. Ouais, c'est comme les Anglais le disent, one leg at school, one leg in business. Yes, exactement, tu vois. Mais en gros, c'est pas un conseil pour dire que si tu fais des études maintenant d'arrêter. C'est pas ça parce que... Bon, en fait, moi je dis que c'est juste extrême. Mais moi, je préfère cette extrémité-là parce que ça a marché pour moi. Comme tu l'as dit, il y a des cas à part. Toi, tu es un cas à part. Tout le monde n'a pas forcément la mentalité. Regarde par exemple, si on va parler de l'argent qui a été perdu en fin d'année 2025, on a perdu beaucoup d'argent. Ouais, c'est vrai. Beaucoup. J'en parlais à ma copine la dernière fois. Je ne fais pas des milliards, mais je lui disais la dernière fois, bah, écoute, les 2 dernières semaines, j'ai perdu 4 000 euros. Elle a pleuré. Elle était en mode, t'as perdu 4 000 euros. Ah ouais. Comment? Pourquoi? Et j'étais là en mode, ouais. Ah ouais, that's business, ouais. Tu vois? Il y a un seuil de tolérance. Et ça, même, on va en parler, on va aborder. On va en parler en détail tout à l'heure. Ouais. Mais la tolérance que j'ai par rapport au fait de perdre de l'argent, ce n'est pas une tolérance que tout le monde a. Du coup... Mais ça s'est construit. Hein. C'est vrai que ça s'est construit, je ne refuse pas. Ça s'est construit, mais si ce n'était pas là à la base, ça n'aurait pas grandi, tu vois. J'ai toujours eu une certaine tolérance à la douleur, que ce soit mentale, physique ou autre. Tu vois, ça par contre, je pense que ça se construit. Non, je ne pense pas. Ça, je ne pense pas. Il y a des personnes, peu importe ce que tu feras avec eux, ils ne supporteront jamais le fait de perdre de l'argent. La première fois, j'ai perdu 1 000 euros. Non, mais vraiment, j'étais down de ouf. La dernière fois, je perds 6 millions, c'est rien. Enfin, pas rien, mais ça fait moins d'effet. Tu l'as en mais toi. Non, je l'ai pas. Tu l'avais en toi. Si tu l'avais... Il y a des gens... Non, en fait, quand on dit que ouais, tout le monde peut entreprendre, tout le monde ne peut pas entreprendre. Il y a des compétences qui sont quand même innées. Il y a des compétences que tu ne peux pas développer. Si tu n'as pas la niaque d'un entrepreneur... Bon, oui, dis-moi, contre, oui. Toi, quand tu prends un gars qui est un total... nobody ou un total qui n'a vraiment aucune motivation, rien. Tu lui donnes envie comment? Non. Comment tu déclenches l'esprit entrepreneurial chez lui? Je comprends totalement ce que tu dis. En fait, tu as raison et d'un côté, en fait, c'est vraiment... En fait, le point, c'est quoi? C'est-à-dire que Oussama lui dit « Anyone can be an entrepreneur ». C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que
tout le monde peut être entrepreneur, mais chacun d'entre nous a la possibilité de développer des skills d'entrepreneur. C'est-à-dire que... Bah oui, la possibilité, elle est là tous les jours. Tu peux te former comme tu veux. Oui, en fait, ce que je dis, c'est qu'aujourd'hui, ne pas avoir un esprit de résilience, par exemple, c'est un handicap qui fait que si tu n'as pas ça, tu ne peux pas réussir en entrepreneuriat. C'est impossible. Si tu n'as pas cet esprit de résilience, tu ne peux pas réussir en entrepreneuriat. Mais par exemple, l'esprit de résilience, c'est quelque chose qui se forge. C'est-à-dire que si moi, par exemple, j'ai un étudiant, ça je ne vais jamais le faire parce que ça prend trop de temps, trop d'énergie, mais si j'ai un étudiant qui, je force de tous les moyens, que tu forces à avoir l'esprit de résilience et que tu le forces de, je ne sais pas par quel moyen, tu le contrains à être résilient. Voilà, quand quelqu'un est dans des conditions où il est contraint, voilà, c'est comme ça que je vais l'amener. Quand quelqu'un est dans des situations où même s'il n'est pas résilient de base, il est contraint de l'être, en fait, il va forger ce caractère-là contre lui-même. Et en fait, vu qu'il a fini par forger ce caractère, bah, la suite logique, c'est qu'il va finir par réussir en entrepreneuriat. Mais si de base, il n'avait pas ce caractère, il ne va pas réussir. Mais il a forgé. C'est-à-dire qu'on peut le forger. C'est-à-dire qu'il y a des soft skills qu'on peut acquérir. En fait, c'est oui et non, quoi. C'est-à-dire que le fait de dire que tout le monde ne peut pas être un entrepreneur, c'est oui et non. Tu vois, c'est vraiment oui et non. En fait, je suis d'accord avec ça dans le sens où je maintiens toujours le truc, c'est qu'il faut que tu l'aies en toi. Peut-être que tu l'as en toi et ça sommeille. Tu vois. C'est comme si tu me dis qu'aujourd'hui, tu prends une femme des rues, et tu dis que tu veux en faire une femme bien, qui ne va plus vouloir se promener à gauche, à droite. Genre, c'est vrai. Si on suppose qu'on prend une qui n'est pas par contrainte, genre, elle l'est parce qu'elle aime faire ça. C'est comme si tu me dis, on a tous un bon esprit en nous, toutes les femmes ont l'esprit de la femme bien en elles, donc je vais la prendre et puis lui inculquer ça et la forger. Après, moi, je pense que la difficulté est tellement grande que oui, je suis obligé de dire que c'est impossible. Voilà. Enfin, c'est pas que c'est impossible, mais c'est que la difficulté, elle est tellement tellement élevée que les chances sont infimes. Les chances sont tellement infimes que ça ne va jamais arriver, en fait. Voilà, c'est ça le truc. Ouais, ça c'est vrai. Par contre, c'est vrai. Tu vois, quand moi j'ai commencé à vendre des formations, depuis très longtemps, mais j'ai commencé à faire du volume en 2025. À un moment, je prenais des gens en formulaire, j'enviais un formulaire, je parlais avec eux d'abord et je disais, toi, tu ne peux pas réussir. Parce qu'en vrai, quand tu vends des formations aux gens, rien qu'en les entendant, tu peux savoir si celui-là, il va réussir ou pas. Parce que tu ne peux pas forcément dédier tout ton temps à la personne pour t'assurer que, ok, il va réussir, il va suivre ceci à la lettre, il va changer son mindset comme ceci, comme cela. Mais il y a des gens, tu les entends parler, tu sens que toi, tu l'as pas. Je suis complètement d'accord avec toi. Tu l'as pas, tu vois. Complètement d'accord avec toi. C'est-à-dire que là, par exemple, moi, quand je prends les personnes en accompagnement privé, dès les premiers échanges, je sais déjà si telle ou telle personne... En fait, mes étudiants, avant qu'ils aient du résultat, je sais qu'il y aura du résultat. Et ça marche toujours. C'est-à-dire que ça ne tient même pas à l'information parce que tous les étudiants, vous avez tous accès aux mêmes informations. Mais en fait, c'est d'autres choses. C'est-à-dire que, effectivement. Mais ça, c'est des choses qui se forgent. Maintenant, moi, c'est sur ce côté-là que je travaille, vraiment le côté mindset, le côté les soft skills, ce côté-là. Maintenant, si j'essaye d'allumer cette flamme en toi, cette fin en toi et que j'arrive pas, je sais déjà que tu vas pas le faire. Mais si quelqu'un vient déjà avec une fin de réussir, vraiment, c'est vraiment cadeau. C'est vraiment mes étudiants, par exemple, qui ont le plus vite de résultats. C'est ça. C'est eux, en fait. Vraiment, c'est eux. J'ai une malgache que je forme actuellement. C'est une de mes étudiantes qui a le plus de résultats. C'est parce que de base, en fait, elle n'avait même pas besoin de moi avant d'avoir du résultat. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans le programme, elle ne m'a même pas consulté pour un quelconque coaching. Elle est rentrée dans le programme, elle a commencé à avoir ses résultats rien qu'avec le programme. Et donc, en fait, c'est après que on a commencé à rentrer en coaching et là, on va démultiplier ses résultats. Et moi, je dis toujours, forcément, et là, je rejoins quand même ton point, c'est-à-dire que quelqu'un qui va réussir finira par réussir. Parce que la capacité de réussir dépend de traits communs. Être résilient, avoir le goût du risque et des qualités qui sont communes vraiment à tous les entrepreneurs qui réussissent. Et ça ne varie pas. Il y a des qualités qui ne varient pas. Mais forcément, tout le monde ne les a pas. Et en fait, c'est des choses qu'on peut apprendre. Ouais, c'est vrai. Donc là, on est même déjà en train de rentrer dans la deuxième thématique dont on devrait parler, c'est-à-dire les difficultés de cette année 2025. Donc, allez, on va faire une petite rétrospective de ce que tu as vécu cette année. C'est quoi un peu, on ne va pas parler que de les échecs, les défis et les victoires que tu as eu
à voir cette année. Après, on l'a passé un peu tous ensemble. Donc, ça peut être vraiment quelque chose d'intéressant de partager aux gens. Ouais, parce que, tu sais, quand on partage du contenu sur les réseaux, on ne parle pas souvent des mauvais côtés, tu vois. C'est ça. On n'en parle pas souvent. C'est ça. Parce que les gens voient, ok, d'accord, il voyage, il fait de l'argent, etc. Mais derrière, après, je me dis, nous aussi, créateurs de contenu, c'est un peu notre faute. Parce qu'on ne partage pas vraiment cet aspect négatif de la chose, tu vois. Les gens pensent qu'entreprendre, c'est beau, alors qu'en réalité... Après, on ne peut pas le partager non plus. Est-ce que c'est qu'on ne peut pas le partager? C'est vrai qu'on est limité quand même parce que tu veux faire de l'argent, tu veux vendre, tu veux faire du marketing. Si jamais tu montres dans ton marketing que c'est difficile, personne ne va acheter. Ils n'achèteront pas. Non, jamais. Tu vois? Jamais. Et ça fait que, en fait, à un moment donné, ma mentalité par rapport à ça, elle a changé. J'étais en mode, peu importe ce qui se passe, je donne la valeur qu'il faut derrière. C'est ça. En fait, sans pour autant forcément parler de l'entièreté de la difficulté. Tu vois, je peux dire aux gens, écoute, c'est pas facile, il y a du travail. Ouais. Mais je dirais jamais à quel point il y a du travail parce que sinon, on fait pas d'argent. Et en fait, regarde ceux qui font le plus d'argent. Et c'est le monde qui est comme ça. C'est-à-dire que quand tu comprends le marché, c'est que le marché est comme ça. Et moi, je dis une chose, vends ce qu'ils veulent, promets ce qu'ils veulent, vends ce dont ils ont besoin. Ouais. Et en fait, une des raisons pour lesquelles quelqu'un comme Junior Natabo s'est fait autant d'argent dans la vente de formation, dans la vente d'accompagnement, c'est justement parce qu'à aucun moment, Junior n'a montré à quel point c'était difficile. Ouais. Il n'a jamais même dit que c'était difficile. C'est-à-dire qu'on montre ce que tu veux. On montre Et ça, c'est dommage. C'est-à-dire que c'est la mentalité commune qui est comme ça. Et on est obligé de jouer là-dessus. Et c'est dommage. Et c'est les deux points. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu te mets à montrer que c'est difficile, ça met de la friction. Et en fait, la personne qui aurait pu prendre ton programme et réussir, de toute façon, ne le ferait pas. Ouais. Donc, tu es obligé en fait, de lui montrer la vie qu'il va avoir, qu'il pourrait avoir. Pas qu'il va avoir, mais qu'il pourrait avoir. C'est comme on dit, tu vends le résultat. Exactement, tu vends le résultat final qui est la belle vie, les voyages, etc. Et par derrière, tu as obligation de rendre les moyens pour que cette personne ait du résultat. Forcément, les moyens par derrière, il faut que cette personne-là puisse les appliquer. Donc, en fait, c'est juste là le point. Et bon, moi, je pense que ça marche plutôt bien parce que même ceux qui réussissent aujourd'hui sont impactés par ça. Ça marche super bien. C'est dommage que ce soit ça qui marche, mais bon, c'est ce qui marche bien. Et puis derrière, même il ne faut pas avoir raison, il faut vouloir il faut faire ce que le marché veut. Ouais, il ne faut pas vouloir avoir raison, il faut faire ce que le marché veut. C'est triste, mais bon, voilà, c'est ça. Donc, en gros, ne vous dites pas qu'en devenant entrepreneur, vous allez travailler moins lorsque vous étiez salarié. Vous allez travailler 5 fois plus. 10 fois plus même, parce que... Mais quand tu dis ça, ça fait fuir les gens. Parce que les gens se disent « Ah oui, j'ai pas le temps ». Et là, en fait, il y a plein de blocages qui viennent dans la tête des gens. Tu vois, j'ai pas le temps. Être entrepreneur et ou start-upper, c'est l'une des choses les plus difficiles à faire. Ah non, mais c'est difficile. Et peu importe le domaine. Hein. Même en 2025, il y a eu des moments où j'étais là, comme ça, j'étais couché en mode, est-ce que c'est vraiment ce que je suis censé faire? Genre, il y a tellement de remises en question, mais chaque jour, tu dois te lever et être en mode, je vais y aller encore. J'essaye encore, tu vois. En fait, tu en arrives à passer des journées entières où tu travailles. Tu peux passer... on dit ça aux gens, mais ils pensent que c'est de la rigolade. Tu peux passer des mois entiers à pas gagner d'argent. Le mois suivant, tu gagnes 10 millions. Le mois d'après, tu gagnes 2 millions. Le mois d'après, tu gagnes rien du tout. C'est comme ça. En gros, quand tu as des mois en fait, où tu es à zéro, les gens ne conçoivent pas le fait que c'est pas juste que tu travailles pas, tu travailles. Ça marche juste pas. Ça marche juste pas. Ça marche juste pas, en fait. Tu travailles, ça ne marche juste pas. Tu travailles autant qu'avant, parfois même beaucoup plus. Il y a une phrase que j'adore. Et ça marche pas. Être entrepreneur, c'est de savoir répondre à la question combien de temps est-ce que tu es prêt à travailler en gagnant zéro. Exactement. Ouais. Combien de temps est-ce que tu es prêt? Le plus tu as longtemps possible, le plus tu es prêt à attendre le plus longtemps possible, le plus tu vas réussir. Ouais, mais c'est dur. C'est extrêmement dur. Oui, c'est dur. Là, par exemple, j'en ai pas vraiment parlé sur mes réseaux, mais il y a eu des mois où j'ai fait beaucoup d'argent. Et il y a des mois où j'ai lancé des webinaires. Tous les webinaires, ils ont flop. C'est ça. C'est absolument... tous les webinaires, ils ont flop. Tous les lancements flop. Quoi. Tu as Facebook qui te bloque de l'argent. Ouais. En fait, quand tu veux faire des lancements, tu sais jamais. Et ça, c'est dans tous les business. En fait, l'entrepreneuriat, c'est pire que la loterie. Ouais, c'est pire. En vrai, c'est pire que la loterie. C'est vrai qu'il y a des trucs que tu contrôles,
Mais la quantité de stress qui énorme. vient avec, tu es toi seul. Au début, tu es toi seul, designer, comptable, développeur, tu travailles au marketing, tu fais tout seul. Tu es obligé d'apprendre de tout seul et de faire de l'argent. Mais si tu ne fais pas qui paye tes factures, personne. Tu es obligé. Ça se rate. Et ça me rappelle, et ça, c'est pas en 2025, d'accord, mais c'est en 2024. Et c'est vraiment quelque chose que je rappelle toujours. Et ça motive énormément de personnes. 2024, j'étais dans une période un peu creuse. Je ne savais pas tout ce que je voulais faire. C'était une période où l'intelligence artificielle, j'étais toujours freelance, j'étais toujours illustrateur freelance. Et l'intelligence artificielle menaçait beaucoup ce que je faisais. D'accord ? Et je savais que je savais vendre en tant que freelance. J'étais très bon freelance. Mais en fait, l'intelligence artificielle, vraiment, tu vas prospecter les clients. Et puis la question qui te pose, c'est pourquoi est-ce que vous me feriez une illustration alors que l'intelligence artificielle le fait mieux et plus rapidement. Donc là, tu comprends que ton boulot va changer. Tu vois. Là, tu commences à changer, à voir comment est-ce que tu switches. Et c'est là où je suis passé de, OK, je sais vendre en tant que freelance. Je sais tout ce qui est. C'est que j'ai pu devenir le meilleur illustrateur, un métier où vraiment précaire. J'ai pu vraiment me faire des millions et des millions dans ce métier-là parce que je savais vendre, parce que je savais être freelance, parce que je maîtrisais les rouages des plateformes et tout. Donc, comment est-ce que je fais ? Je me lance, j'apprends aux gens à faire ça. Et quand j'ai commencé à peu près en mi-2024. Je te jure, je venais d'aménager parce que je gagnais de l'argent en freelance et j'ai tout perdu. Le mois de juin, il me restait 50 000 francs. Et mon loyer à l'époque, c'était à 40 000. Sérieux ? Il restait quelques jours avant le loyer. Sérieux ? Je te jure. Et là, j'ai demandé à un pote à moi comment est-ce que lui fait. Et tout, il me dit que dans des périodes comme ça, il prenait du Gary. J'ai pris du Gary une semaine. En fait, tu vois, et le gars, parce que rien qu'en 2022, donc novembre et décembre 2022, j'ai fait 4 000 euros et 5 000 euros avec la période des NFT. Et en 2023, j'ai aussi gagné quand même assez d'argent, tu vois. Quand tu passes de ça à revenir en fait le choc, la chute fait plus mal. C'est-à-dire que la différence entre quelqu'un qui quitte un niveau où il gagne bien sa vie à quelqu'un tout se coupe d'un coup et quelqu'un qui a toujours vécu pauvre un peu, c'est pas la même chose, tu vois, c'est dur. Il y a une sorte de dissonance qui se fait dans la tête. C'est très dur. C'est dur. Et quand on quitte cette époque, ce truc-là, où quelques mois plus tard, je commençais la création de contenu. D'ailleurs, je ne sais pas, mes premières vidéos doivent être encore sur ma chaîne YouTube. Et je passe en novembre, décembre, je commence à quand même reprendre d'aplomb dans la vente de formation. Ça a vraiment pris en janvier 2025 et tout. Ça a commencé à reprendre pour moi. J'ai commencé à remonter la pente de dingue. Dis-toi que cette année, j'étais encore tombé bas. Bah ouais, moi aussi. Tu vois? Ouais. Donc, en fait, c'est vraiment... Toujours. Tu étais en haut. Tu fais ça, tu fais ça, tu chutes. En fait, le pire, c'est que j'ai vu... Tu sais, moi, je me demande un truc. L'une des raisons qui justifie ça, c'est pas forcément le fait que l'entrepreneuriat, il faut s'adapter à l'instabilité. C'est qu'on ne sait pas gérer l'argent. Ouais. Et en fait, justement, ça me fait penser... Tu vois, j'ai vu un post de Yanné la dernière fois qui disait... C'est quand tu penses que tu es au sommet que en fait la chute fait encore plus mal ou un truc comme ça. Il a fait... Et c'est tellement vrai parce que à cette époque-là, moi je prenais non c'est fini là. C'est fini. Alors, je me disais même j'ai craqué le code de la fuck you money machin. Et puis la chute fait mal. Et donc, quand tu as ces chutes, comment est-ce que tu t'en sors? Comment est-ce que tu remontes la pente? En fait, là, j'ai pris le plus gros, je ne vais pas en parler ici, mais j'ai pris le plus gros risque de ma vie, tu sais. J'ai pris le plus gros, vraiment, j'ai pris en tout cas un très, très, très gros risque. Et finalement, ça a payé. Vraiment, je suis passé de... je ne sais pas si je peux dire, je suis passé de divin me prête de l'argent. Tu peux ok. Je suis passé de divin me prête de l'argent à faire le prochain mois 800 000. Ensuite... 4 millions, ensuite 8 millions, ensuite 14 millions en novembre. Ouais, en fait, c'était vraiment... Je suis vraiment passé en moins à straight, vraiment à scaler. Vraiment, c'est vraiment... Pour moi, à chaque fois que je suis dans mes séances de gratitude, je me ressasse là. Et en fait, ça
Ça m'inspire moi-même personnellement. Et je pense que ça peut inspirer d'autres personnes. Il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est pas comme ça. C'est vraiment comme ça. C'est pas... Et l'erreur que tu peux faire en entreprenant, c'est de penser que lorsque tu gagnes de l'argent, c'est pour toujours. C'est de penser que tout est acquis. De penser que cet argent que tu as, tu ne peux jamais le perdre. Non, il faut gagner de l'argent. Il faut apprendre à le gérer. Et il faut apprendre à le scaler. Le plus gros conseil même que j'ai pour ça, c'est quoi? C'est un truc que je disais souvent aussi à ma mère. L'argent de ton business, c'est pas ton argent. Ton business, c'est pas toi. Et j'avais une amie qui me donnait ce conseil là par le passé. Elle me disait, Ryan, il faut que tu aies plusieurs SIM, Momo différentes. Une pour toi, une pour ton business. Au moment, je me disais, ouais, vas-y, tranquille, mais c'est rien. Mais maintenant, je comprends. Et j'ai commencé à... Ouais, on a commencé à faire des pour ça et tout. Ouais. Il faut que tu sépares les finances de ton entreprise de tes propres finances à toi. Ouais, ça, même si l'entreprise, c'est toi et tes compétences, tu dois séparer les deux finances-là et te verser un salaire. C'est hyper important. C'est ce que j'ai dû faire en fait pour pouvoir stabiliser les choses après. Ton entreprise fait, je sais pas, je dis n'importe quoi, 500 000. Dans 500 000, c'est quoi tes charges? Peut-être un loyer, la connexion Internet, les abonnements que tu utilises pour le business. Tu finis de payer les charges. Ensuite, tu te payes ton salaire à toi que tu t'es fixé. Ça peut être un pourcentage ou un montant fixe. Et après, maintenant, à partir de là, tout l'argent qui reste, une partie va en trésorerie et une autre va pour pouvoir servir de cash flow pour faire grossir le business. Si tu ne gères pas comme ça, tu vas chuter. À chaque fois, tu vas te retrouver à quand même faire beaucoup d'argent et tu ne comprends pas pourquoi, à la fin du mois, il ne t'en reste plus. Tu vois, et tu repars toujours de zéro. Tous les mois, tu repars de zéro. Tu peux partir de zéro, faire 10 millions. Le mois prochain, tu es encore à zéro. Tu repars encore, tu fais 500 000. Tu repars de zéro. Ce n'est pas intéressant. Il faut que tu apprennes vraiment à gérer l'argent. Tu apprends à vendre, tu apprends une compétence, mais surtout, tu apprends à gérer l'argent et tu apprends le droit. C'est hyper important. Genre, si je devais reprendre, j'allais commencer par ça. Tu vois, apprendre à gérer l'argent et apprendre le droit. J'ai plein d'amis qui font tellement d'argent, même toi, Divin. Tu ne peux pas. Mais le gros problème qu'on a tous, c'est la gestion. La gestion de l'argent. Très mal. Tu ne peux pas, et là je l'ai compris à mes dépenses, c'est-à-dire que tu ne peux pas t'enrichir sans savoir gérer l'argent. Ouais, tu peux pas. Tu vois, tu peux pas t'enrichir sans savoir gérer de l'argent. Bien évidemment, quand tu commences à gagner de l'argent, c'est là où les gens pensent que quand on est pauvre, c'est là où il y a la plus grosse épreuve. La plus grosse épreuve, c'est quand tu gagnes de l'argent. C'est de supporter de pouvoir résister à certaines tentations, de ne pas rentrer dans le vice en fait. Quand tu as l'argent, tu peux vraiment financer. Tu peux tout faire. Tu peux financer des vices, tu vois. Tu peux financer. Oui, tu peux tout faire. Réellement, en vrai, là, je te jure, c'est difficile de ne pas rentrer dans des vices. Ouais, c'est très dur. C'est pour ça que moi, j'aime pas les gens qui sont pauvres et qui me disent qu'ils sont humbles. Je dis, tu es humble. C'est ça, pas contrainte, parce que tu n'as pas encore eu l'opportunité. Ouais, t'as pas été en position. Celui que je respecte, c'est celui qui est à l'épreuve, tu vois. C'est celui qui est riche et qui, malgré sa richesse, est quand même humble. Il est humble. Et je peux vous assurer, les amis, c'est difficile. C'est rare. Ah non, c'est difficile. C'est archi difficile. C'est archi difficile. Ouais, du coup, en vrai, si vous êtes débutant, ou si vous êtes en train de vous construire, moi, je vous recommanderais d'apprendre à gérer votre argent correctement. C'est hyper important. Ne vous dites pas, ouais, c'est rien, je sais faire les maths et puis c'est terminé. Non, c'est vraiment un piège. Parce que quand ton business commence à grossir et qu'il y a de l'argent qui entre, quand tu n'as pas déjà une structure pour que lorsque l'argent entre, ces objectifs sont déjà départagés, cet argent-là va à tel endroit, tel endroit, tel endroit, c'est très facile de s'éparpiller. Extrêmement facile. Et ne vous dites pas que parce que vous êtes pauvre, que vous êtes forcément des bonnes personnes ou que vous avez de la dignité. Je pense que c'est une fausse humilité. Ouais, c'est une fausse humilité. C'est une fausse humilité parce que c'est pas contrainte, tu n'as pas le choix. Tu es pauvre, tu es obligé d'être humble. Tu n'as pas de leçon d'humilité à donner. Tu n'as aucune leçon d'humilité à donner. Il faut que tu sois dans des situations où tu t'es déjà prouvé à toi-même que tu as été humble malgré que tu avais des possibilités en fait. Malgré que tu pouvais. Ça me rappelle un truc, une citation en anglais, là, je ne sais plus qui l'a dit, mais il disait, ça disait en fait... What you can improve is what you can measure. Si tu ne mesures pas et si tu ne quantifies pas ce qui entre, ce qui sort, où ça va, pourquoi ça va à tel endroit, tu ne pourras pas augmenter. Tu ne pourras pas améliorer en fait. Tu peux améliorer uniquement ce que tu peux mesurer. Ouais. C'est pour ça, mis à part le fait de traquer combien d'argent vous gagnez, combien d'argent vous dépensez, etc., il y a des KPI, ça peut-être on en parlera dans une autre vidéo. Il y a des stats que vous devez surveiller en tant qu'entrepreneur pour être sûr en fait que vous êtes vraiment rentable. Parce que pendant longtemps, moi, je faisais de l'argent, je pensais que j'étais rentable, alors que j'étais en perte, tu vois. Je faisais rentrer beaucoup d'argent, mais en fait, j'en perdais aussi. Ouais. Mais ça, forcément, tu ne t'en rends pas compte quand tu t'assois pas pour faire les calculs. En fait, ça, il faut vraiment faire peut-être une masterclass complète dessus sur le CAC pour qu'ils comprennent c'est quoi le vrai coût des choses, etc. Et il faut comprendre une chose aussi, et ça, c'est très important, c'est lié à ce que tu disais. Quand tu comprends ça, tout change pour toi. Les décisions que vous prenez, la grande majorité du temps, c'est par émotion et vous les justifiez par la rationalité, par la logique.
Donc, vous pouvez, par exemple, dire, par exemple, tu n'as pas assez d'argent pour prendre vraiment un hôtel à Sofitel, par exemple. Et tu te dis, ah ok, je veux prendre Sofitel parce que, ou bien je veux inviter mon client au Sofitel parce que ça va améliorer la brain et tout et tout. Non, ça c'est émotionnel. C'est parce que toi-même tu voulais déjà aller au Sofitel, mais tu n'as pas les moyens de ça. Mais tu te dis, ah, ou bien je vais acheter une voiture, ou bien je vais louer une voiture. Non. Il y a d'autres moyens. C'est-à-dire que les gens, ils prennent ça, par exemple, il va se dire, je vais aller au Sofitel. Il n'a pas forcément les moyens, mais il se dit, c'est pour le client, c'est pour améliorer. Et ça, c'est la logique qui justifie cette décision émotionnelle. Ouais. Et quand tu sais faire la part entre les émotions et la logique, en tout cas, on n'arrive jamais à faire la part totalement, mais un minimum, ça va beaucoup t'aider, en fait, vraiment dans la vie de tous les jours. Ouais. Bon, en vrai, c'est les conseils qu'on peut donner aujourd'hui. C'est vrai, on n'a pas beaucoup parlé des difficultés 2025. On en a quand même un peu parlé à la fin. Ouais, un peu quand même. Il y a eu beaucoup de conneries quand même. T'imagines Facebook te dit de porter plainte. Ouais. Ça, quand même, ça c'est fou. J'étais là. Ouais. Facebook te bloque de l'argent. Vas-y, explique-leur. J'ai mis quoi, environ 1 000 € sur les fonds publicitaires. En gros, ne faites jamais ça. Ne mettez pas votre argent sur les fonds publicitaires de Ils ne Facebook. seront pas contents Facebook. Ne faites jamais ça. Vous pouvez mettre l'argent sur votre carte bancaire et lier la carte bancaire à Facebook, mais ne mettez jamais ça sur les fonds publicitaires. Moi, je l'ai fait. J'ai fait une publicité. La publicité est rejetée. On me bloque mon compte publicitaire. Je dis, OK. Vous allez me débloquer mon compte? Ils disent non, on ne va pas débloquer. Je dis, OK, d'accord. Vous me remboursez mon argent du coup? Ils font non, on ne va pas rembourser. Je dis, mais pourquoi? Ils disent, c'est les conditions. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, vous pouvez porter plainte contre Meta. Je fais, vous êtes fous? Je suis en Afrique. Si vous n'êtes pas d'accord avec ça, tu veux que je porte plainte contre Meta? Comment? Bref. En fait, Meta qui te dit porte plainte contre moi, c'est du foutage de gueule. Je sais que tu vas rien faire. Je sais que tu vas rien faire. Je sais que tu as une. Franchement. Écoute, on va pouvoir détailler tout ça beaucoup plus tard. Je pense que là, on a plus. Ouais, on a fini là. On est sur le timing. Ouais, on est sur le timing. Okay, écoutez, les amis, j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. On a partagé quand même énormément de choses. Ouais. Moi, j'ai vraiment apprécié cette discussion. C'était même pas prévu. C'était pas prévu. Vraiment, c'était pas prévu. Et ça, ce genre de choses, on va en parler plus tard. C'est les actions. L'exécution, on va en parler plus tard, c'est très important aussi dans tout ce qui est. Peut-être avec le temps, on fera des trucs un peu plus programmés, plus donner plus de choses et tout. Et puis, on essayera de vous donner plus de contenu. On va le faire plus souvent. On va le faire plus souvent sur la chaîne de VoxHub. Si vous voulez voir du contenu comme ça, likez la vidéo, commentez, dites-nous ce que vous en pensez et surtout, abonnez-vous. Ah oui, donc il faut vraiment appuyer sur le fait que ce podcast a été fait à VoxHub. Ouais, le décor, il est très beau. Super. Voilà. Il y a le propriétaire derrière qui fait Ils ont récemment déménagé, leurs locaux sont... Incroyable, franchement. C'est pas une promo, quelque chose. J'aime vraiment, j'adore vraiment. C'est incroyable. Voilà. Donc, pensez à faire un tour. votre pour vos podcasts et puis venez nous parler de vos expériences aussi. Je pense que nous aussi on a envie de vous voir. Écoutez, à la prochaine. Ciao.